Ainsi, une nation déchue de sa gloire passée se tient seule. À ses portes reposent les vastes armées du mal, jour et nuit. Une destruction ardente s'abat du ciel. Leurs anciens dirigeants se révèlent inutiles, et leur seul espoir réside en un vieil homme capable de prononcer quelques discours plutôt impressionnants pour être honnête. À ses portes affluent les restes d'autres forces qui ont été écrasées et repoussées par la marée montante. Puis, alors que tout espoir semble perdu, à l'horizon apparaissent les bannières des alliés et des amis pour un dernier combat ensemble contre les ténèbres. C'est le contexte de la bataille des champs du Pelennor, mais quel est le lien avec l'histoire navale? En fait, on peut certainement établir des parallèles, et ils sont loin d'être fortuits. Mais nous allons nous concentrer sur un aspect de cela, les petites nations dont les forces armées ont été écrasées et chassées de leur patrie. Ont-ils poursuivi le combat? Comment? Avec qui? Et bien sûr, ce qu'il fallait faire pour les organiser en une force de combat cohérente. Il n'y a bien sûr pas de réponse simple à cela, car différentes forces sont arrivées à des moments différents et avec des effectifs différents. Mais nous allons essayer de donner un bref aperçu de ces nations déplacées dont les forces navales et autres ont continué le combat contre les puissances de l'Axe. Pour des raisons évidentes, nous n'aborderons pas les marines royales canadiennes, royales australiennes, royales néo-zélandaises, etc., car elles disposaient déjà de plans et de structures préexistants pour coopérer avec la Royal Navy en temps de guerre et n'ont pas été envahies par l'ennemi, alors que les autres forces que nous allons examiner ont été contraintes à cette situation par des circonstances indépendantes de leur volonté. Nous n'évoquerons pas non plus les marines brésiliennes, portugaises et autres, ces marines, puisqu'elles ont conservé leur territoire national et ont donc pu opérer pleinement sous leur propre chaîne de commandement. Un bref hommage alors, dans l'ordre chronologique approximatif, aux marines polonaises, néerlandaises, belges, norvégiennes, françaises libres, helléniques, grecques et yougoslaves, ainsi qu'à toutes celles que j'aurais pu oublier par inadvertance. La première et la plus évidente à mentionner serait la marine polonaise, puisqu'elle a été la première à se retrouver dans cette situation particulière. Bien qu'il s'agisse d'une force relativement modeste, la marine polonaise avait compris ce qui se préparait et, en mars 1939, avant même le déclenchement de la guerre, était parvenue à un accord avec la Grande-Bretagne pour baser une partie de la petite flotte polonaise au Royaume-Uni en cas de conflit. Ainsi, même avant que la Grande-Bretagne ne déclare la guerre à l'Allemagne, 3 destroyers polonais, Błyskawica, l'Éclair, Grom, le Tonnerre et Burza, la Tempête, arrivèrent dans le Firth of Forth. Avec certains navires polonais perdus au combat dans la Baltique et d'autres internés en Suède, cette petite force représentait presque toutes les forces navales polonaises restantes disponibles, même au début de septembre 1939. Il serait renforcé par les sous-marins Wilk, le Loup et Orzew, l'Aigle. Ce dernier n'étant arrivé qu'après une série d'aventures qui mériteraient d'être abordées dans une vidéo dédiée à un moment donné. Cependant, à ce stade, la marine polonaise opérait toujours depuis une base alliée. Mais alors que la Pologne était en train d'être envahie, en novembre 1939, un accord naval anglo-polonais fut signé. Il stipulait que le détachement naval polonais devait être commandé par des officiers polonais, ces navires dotés d'équipages polonais, avec des uniformes et des distinctions de grade polonais, et bien sûr soumis à la réglementation polonaise. Mais toute cette organisation serait subordonnée au contrôle opérationnel de l'amirauté britannique. Les navires eux-mêmes resteraient, comme tous les navires de guerre battant leur pavillon national, un territoire souverain de leur nation d'origine. Subissant des pertes au début de la guerre, ces pertes furent compensées par le transfert de divers navires sous contrôle polonais, assistés par davantage de militaires polonais rejoignant le Royaume-Uni et d'autres Polonais qui se trouvaient hors de Pologne à ce moment-là. En enrôlant ces hommes, cela leur permettrait d'armer l'ancien His Majesty's Ship Garland, 2 patrouilleurs français et quelques chasseurs de sous-marins français qui avaient été laissés dans les ports britanniques par des équipages français ne souhaitant pas poursuivre le combat. Il s'agirait du Médoc, du Pomerol, du Chalet 11 et du Chalet 12, ainsi qu'une douzaine de chalutiers belges utilement nommés P1 à P12, une grande originalité. Là-bas, celui qui a fait cela, ainsi que le contre-torpilleur français Ouragan, mais brièvement car les forces françaises libres ont demandé à le récupérer.
Le His Majesty's Ship Narissa, un destroyer qui a été renommé Piron ou Thunderbolt, et le His Majesty's Ship Myrmidon qui a été renommé Orkan. Au Ouragan, les Polonais avaient un talent particulier pour nommer leurs destroyers. En plus de cela, les croiseurs légers Dragon et Danois, ce dernier étant renommé Conrad, ce qui est peut-être un nom un peu moins inspirant, ainsi que 3 destroyers d'escorte de classe Hunt et quelques autres petits navires de guerre, ont tous fini par arborer le drapeau polonais. Avec ses forces croissantes progressivement mises à leur disposition, la marine polonaise a en fait pu établir 2 escadrons, nord et sud, bien qu'en pratique, de nombreux navires polonais de la LTERM aient été détachés auprès des formations existantes de la Royal Navy. C'est lors d'un tel détachement que l'Okręter Rzeczypospolitej Polskiej Piron affronta le cuirassé Bismarck dans la nuit précédant sa rencontre finale avec le King George V et le Rodney, envoyant en signaux lumineux « Je suis polonais » au malheureux cuirassé allemand tout au long de l'engagement, ce qui causa également une certaine inquiétude parmi les autres membres de son escadron qui étaient convaincus que Piron était déterminé à éperonner le cuirassé allemand, car il s'approchait beaucoup trop près au goût de tout le monde, et on nota même qu'il était parvenu à une telle distance que même son armement léger anti-aérien avait pu envoyer quelques obus en direction des Allemands. Les navires polonais, ce qui ne surprendra personne, étaient extrêmement motivés à riposter contre les Allemands, et ils étaient souvent remarqués pour leur précipitation à se lancer dans l'action avec un courage frôlant parfois l'imprudence, comme l'illustre l'exemple précédent, mais ce n'était loin d'être un cas isolé. En 1942, Sir Dudley Pound, premier lord de la mer, déclara publiquement à des membres d'équipage de sous-marins polonais décorés pour leur bravoure « Hier soir, j'ai demandé à mon chef d'état-major la liste de tous les navires de guerre polonais combattant avec la Royal Navy. J'ai été choqué d'apprendre qu'ils étaient si peu nombreux, car dans tous les rapports d'opérations navales et des grands affrontements, je trouve presque toujours le nom d'un navire polonais qui s'est distingué. » Quelques membres d'équipage polonais ont aussi servi sur des navires de guerre britanniques. Par exemple, 4 de ces hommes servaient à bord du His Majesty's Ship Hood lorsqu'il a été détruit lors de la bataille du détroit du Danemark. Ainsi, bien que placée opérationnellement sous le commandement de la Royal Navy, la marine polonaise était suffisamment grande et motivée pour continuer d'exister en tant qu'entité officielle, indépendante et continue, qui se trouvait simplement à servir aux côtés de ses alliés. L'histoire de la marine néerlandaise était un peu différente. Ayant commencé avec des effectifs plus importants et possédant quelques colonies d'outre-mer, la marine néerlandaise est restée une force alliée indépendante même après la chute des Pays-Bas eux-mêmes, car d'autres territoires néerlandais permettaient à une entité indépendante d'exister physiquement en pratique ainsi qu'en théorie, même si le gouvernement néerlandais en exil et leur nouveau quartier général naval étaient de basés au Royaume-Uni. Malheureusement, la bataille de la mer de Java a vu les colonies néerlandaises de l'Est passer sous une nouvelle administration et une grande partie de la marine néerlandaise restante a été coulée presque en même temps. La force, désormais fortement réduite, allait, comme la marine polonaise, rester sous son propre pavillon et recevoir divers navires transférés de la Royal Navy vers le service néerlandais, soit un croiseur, 3 destroyers, 2 sous-marins, 22 vedettes, lance-torpilles et 24 autres petits navires divers, tout en fournissant également des équipages pour un certain nombre de porte-avions d'escorte et de porte-avions marchands qui conserveraient néanmoins le pavillon britannique la plupart du temps. Cela a été facilité par quelques arrivées tardives, comme un navire néerlandais qui s'est échappé d'un territoire occupé par les Japonais en se faisant passer pour une île. Mais, à la différence de la marine polonaise, une fois les Indes néerlandaises tombées, les navires néerlandais étaient généralement incorporés dans les formations de la Royal Navy sous le contrôle direct de l'amirauté britannique, tout en conservant, comme mentionné, leurs équipages et leurs pavillons avec le consentement du gouvernement néerlandais en exil. Les Britanniques en ont également profité pour, acquérir certaines des technologies avancées présentes sur certains navires néerlandais ayant échappé à l'occupation allemande, comme les affûts stabilisés de 40 mm Bofors trouvés à bord d'un destroyer néerlandais, ce qui augmentait considérablement la létalité des canons de 40 mm eux-mêmes.
les forces néerlandaises ne semblaient pas avoir été particulièrement perturbées par la réduction du territoire néerlandais à une poignée d'îles des Caraïbes, et l'amiral Conrad Helfrich devint connu sous le nom de Shepherd Helfrich par les Alliés en raison de la campagne sous-marine extrêmement agressive et meurtrière qu'il lança presque immédiatement contre la marine marchande japonaise au début de la guerre du Pacifique, réussissant à surpasser les résultats des marines britanniques et américaines pendant une période considérable. La marine belge, en revanche, était, pour être honnête, assez petite à l'origine et a perdu pratiquement toute sa flotte lors de l'avancée allemande, bien qu'une bonne partie du corps naval belge ait réussi à filer juste avant l'arrivée de l'occupation. Ils sont arrivés sur les côtes britanniques avec la ferme intention de continuer le combat contre les Allemands. Toutefois, à la différence des marines néerlandaises et polonaises, n'étant pas venus avec leur propre flotte restante ou leur propre structure de commandement, ils ont été intégrés à la section belge de la Royal Navy. Celle-ci a été mise en place et les membres du corps naval belge ainsi que tous les Belges présents dans la région qui souhaitaient s'engager à l'époque ont alors été enrôlés dans cette section particulière. Cela leur a permis d'armer une paire de corvettes et plusieurs dragueurs de mines aux côtés d'un petit nombre d'officiers et de marins de la Royal Navy. Bien qu'affectés nominalement aux trois forces belges, les navires conserveraient la désignation His Majesty's Ship au lieu de prendre leur propre appellation nationale comme Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ou His Netherlands Majesty's Ship. La marine norvégienne se retrouverait quelque part entre les marines polonaises et néerlandaises, arrivant sur la côte britannique avec une douzaine de navires, pour la plupart anciens, qui avaient réussi à survivre à l'invasion allemande. Ils établiraient leur propre amirauté et un gouvernement en exil, puis commenceraient à développer les forces norvégiennes, principalement avec des navires construits par les Britanniques, en commençant par des vedettes lance-torpilles et en progressant vers des corvettes, des destroyers d'escorte, des destroyers de taille normale et des conversions de divers chalutiers, baleiniers et autres navires similaires battant pavillon norvégien qui étaient exceptionnellement utiles pour le dragage de mines, l'escorte côtière et la chasse aux sous-marins, car un grand nombre de ces navires se trouvaient en fait dans l'Arctique lorsque les Allemands avaient envahi et pouvaient donc être rappelés directement vers les côtes britanniques. Les coques solides et les formes arrondies des navires conçus pour résister à la banquise arctique occasionnelle les rendaient très résistants pour ce type d'opération. En tenant compte des pertes de guerre, la marine norvégienne atteindrait un nombre étonnamment élevé de 58 navires à la fin de la guerre et opérerait sous le contrôle général de la Royal Navy, mais avec un mélange de types de commandement. Certaines formations, comme la 30e flottille de vedettes lance-torpilles, étaient entièrement norvégiennes, tandis que dans d'autres cas, des unités individuelles dotées d'équipages de la marine norvégienne étaient intégrées dans des formations existantes de la Royal Navy et le navire en question était remis au commandement norvégien. Sinon, il continuerait à opérer au sein de cette formation. Cela conduirait par exemple à ce que le HNOMS Stord fasse partie de la flottille de destroyers qui a aidé à couler le cuirassé Scharnhorst. Comme pour beaucoup des trois marines insérées le pays ici, ces navires étaient généralement considérés comme très motivés, extrêmement efficaces et très agressifs au combat, ce qui est assez compréhensible puisque, bien sûr, ils étaient entièrement composés de personnes qui avaient eu le choix de vivre relativement paisiblement sous l'occupation ou de tout risquer pour s'échapper, aller dans un autre pays, puis s'engager pour se battre contre une nation qui pourrait ne jamais être chassée de leur pays d'origine, et ils avaient fait ce choix de leur plein gré. Un bon exemple était le destroyer Stord mentionné précédemment qui a reçu des éloges tels que « Veuillez transmettre au commandant en chef de la marine norvégienne que le Stord a joué un rôle très audacieux dans le combat et j'en suis très fier » de la part de l'amiral Fraser après la bataille du Cap Nord. Et à cela s'ajoute le fait que le destroyer norvégien Stord a mené l'attaque la plus audacieuse de toute l'opération selon le capitaine du Duke of York. On peut supposer que l'équipage du Stord avait entendu parler du polonais Piron et avait décidé de ne pas se laisser surpasser, exécutant ainsi des attaques en rase-motte à très courte distance contre le cuirassé allemand au beau milieu de l'action nocturne. Contrairement aux deux premières marines, cependant, les Norvégiens n'ont jamais exploité de croiseurs pendant leur séjour sur le sol britannique, se concentrant plutôt sur la constitution d'un grand nombre de forces plus légères.
Les forces françaises libres étaient potentiellement la force la plus controversée parmi les éléments navals libres, car comme l'a tristement montré l'épisode de Mers el-Kébir, en partie à cause de l'existence du gouvernement de Vichy occupant encore une partie de la France métropolitaine, des éléments importants de la marine nationale ne voulaient pas venir se battre pour ou aux côtés des Britanniques. En fait, la marine française libre a commencé avec précisément un officier général et un sous-marin répondant à l'appel aux armes de De Gaulle. Cependant, avec un certain nombre d'hommes et d'officiers français supplémentaires prêts à servir dans la marine française libre, ils ont eu accès à un certain nombre de navires de la marine nationale qui se trouvaient dans les ports britanniques au moment de l'armistice et qui s'étaient soit rendus, soit avaient été saisis par la force. Cela a été complété par divers navires construits par les Britanniques jusqu'à ce qu'à la fin de 1942 les Allemands, de façon choquante, rompent leur accord de traité avec Vichy et envahissent. Cela a fait passer la majorité des possessions françaises d'outre-mer du côté de la France libre, y compris le cuirassé Richelieu et plusieurs croiseurs, faisant instantanément de la marine française libre la plus grande et la mieux armée des différentes marines des nations libres, et de loin. Comme la marine polonaise, la marine française libre opérait sous son propre commandement dans un cadre défini par l'amirauté britannique. Cependant, avec Charles de Gaulle tel qu'il était, la latitude de la marine française libre, tant pour participer que pour proposer des opérations à exécuter, était sans doute la plus grande de toutes les marines libres, même avant qu'ils ne mettent la main sur certains des principaux éléments de la marine nationale d'avant-guerre. Cependant, au niveau opérationnel, il régnait généralement un bon esprit de camaraderie. Un navire britannique a d'ailleurs noté que le La Combattante, un navire de classe Hunt, s'était échoué au petit matin au large des plages du débarquement et a immédiatement signalé au navire « Je suis très heureux qu'un Français soit le premier à toucher le sol de France ». En raison de la présence de navires français de Vichy, la marine française libre ne pouvait pas naviguer sous le drapeau tricolore afin d'éviter toute confusion. Ainsi, contrairement aux autres marines qui ont arboré leur propre pavillon pendant toute la guerre, ils ont dû en concevoir un nouveau pour eux-mêmes. La marine royale grecque, ou marine hellénique, est entrée au service des Alliés un peu plus tard, lorsque les Allemands ont décidé de venir en aide aux efforts italiens, qui tentèrent d'envahir la Grèce, et ils ont rapidement tout balayé sur leur passage. Ayant eu l'avantage du temps pour se préparer et ayant observé ce que les autres marines avaient fait, la marine royale hellénique s'est empressée de récupérer tout ce que la Luftwaffe n'avait pas déjà réduit en cendres et a mis le cap sur les bases britanniques en Méditerranée orientale, emmenant avec elle plusieurs destroyers, sous-marins et autres petites embarcations, y compris bien sûr l'ancien croiseur cuirassé Georges Zaveroff, et, on peut le supposer, avec un officier assigné à la poupe de chaque navire pour faire des gestes grossiers en direction des puissances de l'Axe tout au long du trajet. Comme la majorité des Marines, ils allaient renforcer leur flotte avec des navires britanniques et opérer sous la direction de l'amirauté britannique. Bien que, contrairement à presque toutes les autres marines libres, ils aient pu limiter la plupart de leurs opérations à la zone proche de leur patrie. Les seules véritables exceptions étaient entre quelques-uns des destroyers présents lors du débarquement du jour J, parce qu'il faut bien l'admettre, personne n'aurait jamais laissé passer l'occasion de faire flotter son drapeau lors de cette opération en particulier, et bien sûr, le transfert de l'Avarov elle-même vers l'océan Indien pour des missions d'escorte lorsque sa vitesse limitée est devenue un risque trop important. D'un autre côté, cela signifiait que la majorité de la marine royale hellénique, qui comptait finalement 44 navires, a pu être présente lors de la reddition de la marine italienne, ce qui, j'imagine, a dû leur procurer une certaine satisfaction, ainsi que de nombreuses distinctions pour le travail des destroyers de la marine royale hellénique, qui opéraient après tout principalement sur leur propre territoire, illustrant une attitude que Winston Churchill leur avait attribuée, lui qui, au début de la lutte de la Grèce contre l'invasion de l'Axe, avait déclaré « Jusqu'à présent, nous disions que les Grecs combattaient comme des héros, désormais nous dirons que les héros combattent comme des Grecs ». Enfin, la marine royale yougoslave eut la malchance d'être en grande partie soit coulée par la Luftwaffe, soit capturée par les Italiens, mais quelques navires réussirent à s'échapper. Un sous-marin, 2 vedettes lance-torpilles et quelques avions parvinrent à s'échapper. Ils reçurent ensuite quelques petits navires de guerre en transfert et, de façon surprenante, continuèrent à opérer sous leur propre pavillon, bien que d'une manière très similaire à la marine néerlandaise plus importante.
Le plus grand navire qui leur fut attribué fut la corvette de classe Flower His Majesty's Ship Mallow. Malheureusement, en raison des tensions politiques entre les loyalistes royaux yougoslaves et les partisans opérant sous Tito, cette force ne fut pas beaucoup développée au-delà de ce niveau, ni en taille, ni en liberté opérationnelle. Dans l'ensemble, la plupart des marines servaient donc techniquement aux côtés de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, plutôt que d'être incorporés à celle-ci, même si, dans la plupart des cas, leurs navires étaient en grande partie construits par les Britanniques et intégrés principalement dans la structure de commandement de l'amirauté britannique au sein des formations britanniques existantes. Certaines des forces navales, les plus importantes, étaient capables de mener des opérations de formation complète et même un certain degré d'action indépendante. En général, cet arrangement fonctionnait très bien grâce à la détermination des hommes qui servaient dans ces forces, lesquels étaient tout à fait prêts à faire tout ce qu'il fallait pour abattre l'Axe. Les seuls cas majeurs de problèmes sont survenus à cause du conflit mentionné précédemment entre les allégeances politiques au sein de la marine yougoslave, d'une brève révolte socialiste dans certains éléments de la marine hellénique en 1944 et des négociations constantes avec De Gaulle pour amener les forces françaises libres à réellement coopérer avec les objectifs des Alliés, mais cela relevait moins des forces françaises libres elles-mêmes que de Gaulle personnellement. Dans la plupart des cas, une part importante des navires transférés aux différentes marines libres allait devenir l'épine dorsale des marines d'après-guerre des pays restaurés, un certain nombre de ces bâtiments ayant survécu jusque bien après la moitié du XXe siècle. Le rôle de ces marines libres, bien que chacune d'elles ait pu sembler relativement modeste individuellement, ne saurait être surestimé. Outre le fait qu'elles fournissaient un corps d'officiers et de marins incroyablement motivés et courageux, ces marines réunies opéraient plus de 250 navires de guerre. Bien que certains étaient des vedettes lance-torpilles et autres, il y avait un nombre appréciable de destroyers, quelques croiseurs et, bien sûr, dans le cas des forces navales françaises libres, au moins un cuirassé ont tous été mis au service de la cause alliée. Étant donné que des pays comme le Royaume-Uni étaient capables de construire bien plus de navires de guerre qu'ils ne pouvaient en armer, le fait que ces marins et officiers des marines libres étaient présents et prêts à se battre signifiait que l'effort naval allié dans son ensemble était considérablement renforcé. Et bien sûr, il faut noter que beaucoup de ces personnes étaient déjà des officiers et marins expérimentés avant le début de la guerre, ce qui leur donnait évidemment une capacité opérationnelle bien supérieure à celle de quelqu'un qui s'était engagé au début ou en cours de conflit et qui avait reçu une formation abrégée avant d'être envoyé sur un navire avec un simple bonne chance. Voilà qui conclut ce bref aperçu de la coordination entre les trois marines nationales et la Royal Navy britannique, ainsi que de certaines de leurs réalisations les plus remarquables dans l'aide apportée à la défaite des puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.